Bonjour Jessie. Bonjour Sandrine. Bonjour tout le monde. Écoute, je suis très très contente de venir t'interviewer. Ça fait un petit moment qu'on devait se voir. C'est vrai. Hein? Ça fait ça fait un petit moment qu'on essaye de se capter. Comme quoi, faut pas larguer. Ah non, il largue pas. Et du coup, aujourd'hui, j'ai l'honneur de t'interviewer dans ton quartier. C'est bien ça? Ça paraît pas. On est entouré de livres, mais il y a des livres aussi au chaudron. Pardon pour le petit clin d'œil. Non, mais on est dans une bibliothèque, la bibliothèque du Chaudron, donc mon quartier. Mon quartier est fier d'être né au Chaudron. Oui. Écoute, en tout cas, je suis très ravie d'être ici aussi avec toi. Et j'ai une trentaine de questions pour toi. Je ne sais pas si je vais toutes les poser, mais en tout cas, j'ai vraiment on va essayer. On est en radio, là, quand on a un tas d'affaires pour dire, il faut l'obliger de tout calculer. Ça s'appelle le timing. C'est ça. Mais on va y arriver. C'est ça. Et ma première question pour toi, Jessie, c'est qui était ton modèle quand tu étais plus jeune? Alors, on va dire que déjà, pour le parcours, c'est que moi, elle est née ici au Chaudron, elle a évolué un petit peu au Chaudron. Les premiers pas, c'était ici dans le quartier. Mais très tôt, à l'âge de 8-9 ans, j'ai, avec les cantines bleues, etc., dû suivre la famille. Toute la famille de côté papa a bougé. J'ai rien compris, on connaît qu'on en a 8-9 ans, ou suit le mouvement, on n'a pas le choix. Mais tout le monde a bougé avec la grosse cantine, on est arrivé dans la neige à Paris. Ouais. Donc première fois, goûte la neige. Goûte la neige, Je me dis, mais c'est quoi ça? Tout ce blanc. Papa dit, moi c'est de l'eau, goûte, tu vas voir, c'est de l'eau. Bon. Et après, on a atterri en Bretagne, à Lorient. Et donc, dans ma chambre d'ado, parce que j'ai évolué là-bas, adolescente, j'avais toujours un pied ici à La Réunion, parce que la famille du côté de maman, elle reste ici. Mais par contre, c'était plus au Chaudron, c'était au Tevlav. Donc, voilà, petit coucou aux avirons, famille côté maman, Tevlav, tout ça là. Donc, plus après dans le sud, on m'a vu évoluer entre deux. Et après, dans la chambre d'ado, j'écoutais forcément, il y avait du Bob Marley qui était sur le 45 tours, ça c'est évident. Mais à côté de ça, il y a Madonna. Madonna qui est encore aujourd'hui, j'en suis fan, m'a retransmettre d'ailleurs mon goût à Madonna à ma fille, qui aujourd'hui est partie au dernier concert, là, parce que là, presque la fin, mais le dernier concert, elle a été, donc elle était toute fière. Donc la transmission est faite, mais Madonna, c'était tout un symbole dans les années 80, quand elle est sortie avec Like a Virgin, Dress You Up, des concerts où la Miss, elle avait la mini-jupe, le collant déchiré, voilà. Et c'était vraiment pour nous, en tout cas notre génération 80, c'était le symbole de la libération de la femme, clairement. C'était enfin une nénette qui s'assume, qui arrive et qui dit, voilà, je suis une femme, Toy Boy. Je me rappelle, l'étiquette Toy Boy. Alors, à l'époque, c'était énorme, Sandrine. Et voilà, c'était Madonna. Et parce que, c'était la sex symbole, mais en même temps, elle en avait aussi dans la tête. Et ça, c'est-à-dire qu'elle montrait, à cette époque-là, qu'une femme pouvait être terriblement sexy, attirante, voire même quelquefois un petit peu à la limite, même, des fois c'était un peu porno, mais c'est bon, elle se retenait quand même, donc sexy, mais avec un intellect de fou, quoi. Et parce que cette femme-là, elle gère tout. Ouais. Elle gère tout, d'une main de maître, elle gère tout. Voilà. Donc c'était mon symbole. C'était ton symbole. C'est toujours, Madonna. Ouais. Et si ton père et ta mère devaient te décrire en seulement 3 mots, qu'est-ce qu'ils diraient? Ah oui, 3 mots. Oui, 3 Alors, mots. haine ravageuse. Ouais. Ah ouais, ça c'est... J'étais pas un marmaille qui restait dans le coin d'une pièce et en retrait, pas du tout. J'étais curieuse, on va dire, alors ravageuse, curieuse. Et alors, un grand R, c'est rebelle. Rebelle. Ah oui, terriblement rebelle. Et encore aujourd'hui. Je l'affirme et j'assume. Terriblement rebelle, pas mouton, jamais, parce que grâce à papa, en fait, c'est l'éducation. Je pense qu'on reviendra sur l'éducation, c'est la clé de tout. C'est toute une transmission qui se fait à tout petit. Papa te dit comme ça, voilà, quand on y vient voir Aou, il dit Aou quelque chose, il apporte Aou une information. Pourquoi, il a cette intention de venir voir Aou plutôt que quelqu'un d'autre, et c'est quoi l'intention derrière? Voilà, pourquoi on te dit ça? Alors ça a toujours bercé mon enfance, ça. Pourquoi on te dit ça? Donc à chaque fois que Moun te dit une affaire, elle me dit là,
pourquoi moi, quel intérêt, etc. Donc ça, c'est l'esprit de recul, c'est l'esprit de discernement, c'est l'esprit critique qui se met en place très tôt chez le marmaille. Et ça, il faut transmettre, à mon avis, parents, il faut vraiment transmettre cet esprit-là. Surtout là, à l'heure d'aujourd'hui, les années 80, un petit peu même avant. Bon, il n'y avait pas Internet, toute cette masse d'informations qui arrive, il n'y avait pas tout ça. À l'heure d'aujourd'hui, c'est primordial d'apprendre à son enfant à prendre du recul sur l'information, bien sûr. Et si tu pouvais justement adresser un message à la petite fille que tu étais, qu'est-ce que tu lui dirais à cette petite fille ? Alors, c'est pas un hasard que je suis dans cette cause de la protection des enfants. On me connaît maintenant en tant que femme engagée. C'est que la petite fille, elle a souffert. On n'arrive pas dans une cause comme ça par hasard, je pense. C'est que cette petite fille, elle a beaucoup souffert. Alors, elle a un papa qui était très, très à l'écoute, même s'il travaillait beaucoup. On fait ce qu'on peut, on n'a pas le mode d'emploi quand on est parent. Maintenant, aujourd'hui, quand on est parent, on se dit « Ah ouais, d'accord ». Donc, on passe sur beaucoup de choses de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a pu vivre, parce qu'aujourd'hui, on est parent et on comprend beaucoup de choses. Mais le côté, quand même, du côté maman, où là, j'ai eu beaucoup de mal, parce que je vais le dire, je suis une petite fille victime de violences psychologiques et physiques. Donc, ça a été dur. Il y a tout un chemin. Alors, on a l'habitude de parler de résilience, de travail sur soi, etc. Donc, tout ça, je l'ai fait toute seule. Et alors d'aujourd'hui, je suis dans le pardon. Je suis dans le pardon parce qu'on essaye aussi de comprendre, avant d'arriver à l'acceptation, on essaye de comprendre pourquoi on a été victime de ça. Et moi, donc effectivement, ma maman, elle a été abandonnée, elle avait 5 ans, dans les champs de Cannes. Donc c'est une famille qui l'a récupérée, qui l'a pas adoptée, qui l'a récupérée à l'époque. L'adoption, c'était bon. Et du coup, elle s'est retrouvée dans une famille, où il y avait de la violence, il y avait de l'alcool, il y avait un contexte très, très difficile. Donc tout ça, en fait, moi, je pense qu'elle a pas cassé le schéma, parce qu'on a aussi le schéma dans lequel on évolue toute petite, où là aussi, si on casse pas le schéma, on n'en a pas conscience, on le répète. Et ce qui s'est passé avec moi, en fait, j'ai compris qu'elle a répété le schéma, voilà. Donc du coup, voilà, on peut facilement après pardonner quand on a compris les choses. Bien sûr. Est-ce que tu as une femme qui t'inspire à La Réunion ? Plusieurs. Ouais. Quelles sont-elles ? Je dirais que j'ai aimé Mona. Ouais. Ouais, j'ai aimé Mona, qui a aussi un parcours que j'admire. Et puis j'ai quand même Madame Thérèse Baïf, qui voilà, ce sont des grandes personnes, des gramounes maintenant aujourd'hui, mais ce sont des femmes qui n'ont jamais rien lâché de leur vie, quoi. C'est énorme. Voilà, quand on dit tiens beau lac pas, mais elles ont jamais et jusqu'au bout, elles lâcheront jamais le morceau. Et ta citation créole préférée et celle qui te motive ? Je viens de le dire. Oui. Tiens, beau lac pas. Pas. Et je vais même modifier peut-être le pas en disant pardon, jamais. Ouais. Tiens, beau lac, jamais. Ouais. Et quelles sont les valeurs les plus importantes pour toi, Jessie, et celles que tu souhaites transmettre ? Le respect. Je pense que si on se respecte soi, c'est-à-dire la personne qu'on est, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite pour être bien, mais tout ça, tout tourne autour du respect, en fait. Si on ne se respecte pas, on ne peut pas respecter l'autre. Ta plus grande source de motivation ? Mes enfants. Maintenant, on va parler un petit peu le côté travail, carrière. Si je te dis Radio Méduse. Non, on n'a pas tiré de loin. Qu'est-ce que tu me réponds à ça ? Waouh, 8 ans. 8 ans. J'avais 8 ans et c'était mon premier micro. Ça a été mon premier stress. Mon premier micro, mais tu l'as plus jamais lâché. Non. Elle a dit, tiens, beau largue jamais. Le micro, voilà. Je l'ai tenu à l'âge de 8 ans et j'en ai, ou rajoute 40. Donc, il fait 48 aujourd'hui, bientôt dans quelques jours. Et toujours le micro à la main. Mais ce n'est que dernièrement, en fait, Sandrine, je vais te surprendre et je vais surprendre peut-être les personnes qui regardent la vidéo. Mais en fait, je vais vous surprendre que c'est tout dernièrement, il y a 2 ans de ça, 2018-2019,
2-3 ans, que j'ai vraiment compris pourquoi, bon, Dieu la donne à moi un micro dans la main très tôt, en fait. Pourquoi ? Ma mission. Parce que je pense qu'on a tous une mission de vie. Pourquoi ? Pour informer, pour sensibiliser. J'ai pas envie de dire éduquer, parce que là, de monde ça dit comme ça, pour qu'elle se prend, elle prend le micro pour éduquer. Mais un petit peu quand même. Mais informer, sensibiliser, et puis faire connaître, oui, voilà, on est dans l'information, mais faire connaître les personnes qui méritent d'être en l'air pour ce qu'ils font chaque jour sur le terrain, pour faire avancer notre petit pays. Ça, c'est mon truc. Pour aider les gens. Aider. L'émission aujourd'hui que j'anime, on est vraiment dans le service, et ça c'est tout à fait moi. Donc ce que je fais aujourd'hui, moi, ça n'a pas toujours été le cas en radio, hein, je le dis clairement. On m'a donné des créneaux, des fois je me dis mais qu'est-ce que je fais dans ce créneau-là, enfin je veux dire, c'est pas moi du tout. Ah mais alors aujourd'hui je suis dans un bain moussant, il y a plein de mousse partout, quoi. J'adore. Ouais. Et selon toi, quelles étaient les compétences uniques que tu avais déjà et celles qui t'ont aidé à réussir à percer dans ce milieu ? Alors, tout à l'heure, j'ai dit ravageur. Donc, je pense pas que ce soit le côté ravageur qui a fait que, quoique. Mais je suis assez tenace, en fait. J'ai la ténacité. J'ai la volonté. Et on voit que moi, c'est un mot aussi un peu têtu. Mais ce côté têtu, en fait, c'est d'avoir peut-être le défaut de la qualité. C'est-à-dire que moi, si moi, la décide une affaire, il rentre par la porte comme tout le monde. Par contre, si la porte, il ferme là, mais il rentre pas la fenêtre. C'est imagé, mais c'est moi. Et je pense que ce côté-là a fait que, voilà, j'ai pu avancer. Juste une petite anecdote, quand je suis revenue, parce que j'avais ma station de radio, j'étais gérante, j'étais chef d'entreprise, etc. Bon, il y a eu, alors j'aime pas le mot échec, mais bon, j'ai dû vendre ma station. Et après, je me suis dit, bon, en Bretagne, quoi. Mais je me suis dit, mon cordon n'est pas ici, pardon, sérieux, mon cordon n'est pas là. Donc, il faut que je rentre, quoi. Et quand je suis rentrée, j'avais 3 cartons. Je suis rentrée, j'avais rien. J'ai tout recommencé, tout reconstruit avec mon marmaille, puisque j'étais maman solo. Mon marmaille sous le bras, comme dirait l'autre. Et même le marmaille, il y a une phrase, elle touche à moi. C'est une phrase qui m'a vraiment touchée quand je suis revenue. Ma fille, elle me dit, maman, on est devenus pauvres. Ouais, cette phrase-là, en tant que maman, c'est ça la donne à moi la force. C'est ça la donne à moi la force, la volonté. Parce que bon, les marmailles, ils réfléchissent pas. Ils sont pas là dans la vie de l'adulte. Eux, ils voient 3 cartons et il y a plus rien. On était hébergés, etc. Donc, marmaille dit, bon, maman, on est devenus pauvres. Tes phrases là, la mac à moi. Et c'est ça qui a fait que... C'est ça qui t'a motivée, finalement. Oui. C'est cette phrase-là qui m'a donné cette force de reconstruire, parce que j'étais dans la reconstruction. J'étais dans la reconstruction matérielle et la reconstruction aussi en même temps de moi-même, moi en tant que femme. Et ça a été très dur, ouais. Mais j'ai pas eu la vie facile, faut pas croire qu'on voit moi comme ça tout le temps avec le sourire là. Attention, il y a eu des choses très très dures, mais je pense qu'il faut passer par là pour, comme on dit, pour rebondir, là il faut tomber. Jessie, quelles sont les plus grandes décisions qui t'ont permis d'être la femme que tu es aujourd'hui ? Alors, les grandes décisions, il y en a une qui m'a particulièrement marquée dans le milieu professionnel. C'est qu'en fait, mon papa il avait une association, une radio associative, qu'on avait créée ensemble, on va dire. Et en fait, ma plus grande décision là, au niveau professionnel, mais qui me marquera toute ma vie, c'est qu'un jour, j'ai dit à papa, j'écoute, je suis prête. Je suis prête à reprendre la radio, mais pas en version associative, mais en version business, commerciale. Waouh, qu'est-ce que j'ai pas été dire là. Je suis restée 9 ans chef d'entreprise, j'avais service rédaction, service commercial, enfin j'ai été commerciale aussi en même temps, donc ça m'a aidé aussi à gérer plusieurs services. J'ai eu des salariés, donc... Wow, c'est le fait d'entreprendre, ouais. Ça a été ma grande décision au niveau professionnel. Voilà, ça a été ma belle leçon de vie aussi, hein. C'est-à-dire que quand on est chef d'entreprise, j'ai toujours eu l'habitude de dire l'indépendance a un prix. Le prix de la liberté, c'est-à-dire le prix d'être femme indépendante, d'être gérante non salariée. Donc j'ai connu moi tout ça, hein, de ramasser les miettes, hein. J'appelle ça ramasser les miettes, c'est-à-dire que on arrive à la fin du mois, on a les salaires à payer, on a toutes les charges qu'il faut payer, et à côté de ça, vous prenez les miettes pour vivre, quoi. J'ai connu ça.
Ça a été de plus en plus dur après, parce que après j'ai dû vendre la station que j'avais. Donc ouais, ça a été la grande décision de ma vie, ça. Ouais, entreprendre. Et qu'est-ce que personne t'enlèvera jamais? La dépendance. Ah oui, ça m'a bataille pour gagner ça. Ouais. Hein, ma bataille pour gagner ça, vraiment. Dans mon parcours personnel. Hein. Ouais. Et aujourd'hui, quels sont les projets qui te stimulent le plus? Eh ben, c'est le collectif. C'est le collectif Eliana. Alors, Eliana, c'est cette petite fille qui est décédée mars 2018. Ça a été un déclic, mais quand je dis un déclic, ça a été le départ de mon engagement. Ça a été aussi la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, de me dire, bah voilà, elle est là, ta mission. Donc ça, tout s'est enclenché. C'est aussi le même moment, on me dit, il n'y a pas de hasard dans la vie, c'est là où je suis arrivée en service public. Pour mener des émissions, pour informer, pour sensibiliser. Enfin, tout s'est enchaîné après, en fait, après le départ de cette petite fille-là. Et j'ai envie de dire, ben ouais, c'est le collectif Eliana. On essaye, tant bien que mal, de faire bouger des lignes qui sont là depuis très, 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 très longtemps. On a cette habitude de travailler en cloisonné, de ne pas se passer des infos. Il y a les égos aussi qui n'ont pas leur place dans la cause. Enfin, vraiment, il y a des choses qui sont très dures à faire bouger, mais il y a des choses qui ont le mérite d'exister, mais il y a des choses à améliorer. Et ça, c'est le grand défi du collectif. Voilà. Et tu es aussi présidente d'une association. Oui. Tu peux nous en parler aussi? Ah ben c'est EPA. Donc EPA, en fait, est le départ de beaucoup de choses. Collectif Eliana est arrivé récemment, là, en début d'année. EPA, ça a été mûri justement après la mort de cette petite fille-là, où je me suis un petit peu renseignée sur les différentes associations. Alors, on ne parle pas des collectifs de violences intrafamiliales qui gèrent les violences couple. Là, je parle véritablement de l'enfant, c'est-à-dire de mettre un coup de projecteur vraiment sur l'enfant, ses besoins, ses intérêts, ses droits. Quand il y a des séparations, on a l'habitude de toujours dire oui, et alors la mamie, elle a dit quoi? Et la tati, elle a fait quoi? Et le papa, alors il en pense quoi? Mais pourquoi lui, il n'a pas agi comme ça? Maman, on a tendance vraiment à oublier qu'il y a un petit bout dans tout ça. Il y a un petit bout qui est là, et on s'en occupe jamais, et on n'en s'en occupe pas. Donc nous, EPA, on a fait le choix, dans un problème, dans un conflit quelconque, c'est, hop là, de tout de suite regarder l'enfant. Lui donner la parole. Lui donner la parole, voilà, et qu'elle soit respectée. Ça, c'est EPA, qui donc a démarré. L'association a été officialisée en début 2019, et donc je suis présidente. Et puis après, EPA fait partie du collectif Eliana, parmi pas mal d'associations. On est de plus en plus à venir rejoindre le collectif. Donc voilà. Et le grand défi du collectif, c'est ça maintenant, c'est de demander une table ronde avec justement pour décloisonner, avec tous les décisionnaires de la protection de l'enfance, qu'on puisse se mettre autour d'une table, parce que les associations de terrain comme les nôtres qui accompagnent, parce que j'accompagne des familles, tous les jours on a des affaires d'enfants, victimes, etc. Mais que ces associations-là, c'est un peu notre combat aussi, c'est qu'on soit entendu, parce que nous on a des infos, que peut-être non pas, et vice-versa, mais on sait que ça va dans un sens, c'est que eux, les informations qu'ils ont, ne vont pas nous les... Mais en tout cas, nous on a les infos, et on sera hyper content de leur donner les informations qu'il faut pour que l'enquête avance plus vite. C'est ça notre rôle. On accompagne les familles, on va à la gendarmerie, à la police, on leur tient la main quasiment pour dire voilà, allez-y, on leur donne du courage. Mais tout ça, il faut que aussi nous, notre travail, entre guillemets, c'est pas un travail, mais je veux dire, ce qu'on fait, nos actions sur le terrain, il faut qu'elles soient reconnues, il faut qu'elles soient valorisées, il faut qu'on nous entende. Voilà. Et ça va être le grand défi du collectif, c'est qu'on nous entende aussi. Voilà, et que ça aille plus vite. Et si tu devais justement résumer ta carrière, ton parcours en seulement 3 mots, Jessie, tu le résumerais comment et avec quels mots? Alors, on a l'habitude de faire 3 phrases ou alors un grand couplet. 3 mots. Waouh. 3 mots. Je peux avoir le temps de la réflexion là sur ce coup-là parce que le parcours il est un peu gratiné. Gratiné. Comme les bouchons que j'adore. Ouais, non. Difficile. C'est un adjectif, ça. Tu veux un mot? Ouais. Écoute, j'ai le mot liberté, bizarrement, en face de moi, qui me sourit. Je dirais liberté. Liberté. Alors, certains vont dire... ce qui arrive derrière, en général, c'est égalité.
Alors moi, j'ai juste un petit mot à dire, c'est que moi, l'égalité homme-femme, je ne parle pas d'égalité. Moi, je parle de complémentarité. C'est-à-dire que l'homme est complémentaire à la femme est complémentaire à l'homme. Moi, les discours genre « ouais, on n'est pas égaux », enfin, l'égalité, elle peut se parler si sur du salaire, par exemple, sur des chiffres. Là, peut-être, ouais, mais je ne suis pas égale à toi. Là. Comment ça se fait ? Oui, ça plus ça plus ça égale pas pareil. Ouais. Là, ça, c'est on peut parler d'égalité. Mais quand il s'agit de valeurs, de manière de fonctionner, d'agir, etc., là, on va peut-être plus parler de complémentarité. Mais gagne pas change la roue, moi. Voici, me trouve à moi au bord de route, là. Ben, ça l'appelle, beaucoup fait change ma roue, moi, mais gagne pas change la roue. Donc, je peux pas parler d'égalité. Voilà. C'est juste la complémentarité qui te parle. Complémentarité. Donc, on était sur liberté, complémentarité et force. Ah, je pensais que tu gardais gratiné quand même. Ah oui, les vrais. Ah, mais le gratiné en chapeau, alors, pour tout. Et que penses-tu de cette citation de Maya Angelou ? Le succès, c'est vous aimer vous-même, c'est aimer ce que vous faites et c'est aimer comment vous le faites. Que penses-tu de cette citation ? Alors, à fond, je valide. Je valide total. Mais ça, on ne peut pas le faire à 18 ans ou à 20 ans ou à 30 ans. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend et on va vers la sagesse. Elle a quel âge, la petite dame qui a dit ça, là ? Parce que... Elle a un bon âge. Ben, c'est ça. Ouais. C'est quelque chose qu'on arrive... pas au bout de chemin, pas au bout de parcours, mais... Après, il dépend. On a le parcours qui est un peu plus rapide parce que moi, je pense que plus on a chuté et plus on arrive vers cette citation-là. Après, certains parcours sont plus rapides que d'autres. Bon, mais c'est obligatoire qu'on arrive forcément à apprendre à s'aimer pour aimer l'autre de toute façon. Et qu'à un moment donné, oui, il faut qu'on soit fiers de nous. Bien sûr, il faut qu'on soit fiers de nous. Parce que ne pas être fier de soi et ne pas être fier de ses actions ou de ce qu'on est, ça revient à dire en fait qu'on n'a pas confiance. On est là dans son coin, on se demande, là, mais ça bouge un doigt ou une main ou un pied, est-ce qu'on est toujours en train de calculer, on n'avance pas Non, on fait les choses et il faut être fier de les faire, voilà, parce qu'on l'a décidé. Donc là, ça revient sur indépendance, liberté, force. On revient sur les mêmes mots-clés, mais je valide 100%. Et pour toi, justement, quelle est ta propre définition du succès, de la réussite ? L'enrichissement personnel. C'est même pas du matériel, en fait. Certains pensent réussite matérielle. Moi, je pense plus réussite. Chaque jour, en fait, quand on a un sourire d'enfant, quand on a une famille qui appelle et qui dit « Madame, merci, merci d'avoir écouté, d'avoir pris le temps ». En fait, moi, je me nourris de merci. Il faut se nourrir de ça, de ces valeurs, de cette richesse spirituelle-là, de ce... Enfin, maintenant, je suis plus là-dedans, en fait, la richesse spirituelle. Avant, j'étais peut-être plus dans la richesse de dire, voilà, mais il veut un gros loto, mais il veut le bouc qui va avec dans le gros loto. Bon, ça, c'est pas matériel. Mais, enfin... on est là sur du matériel vraiment, quoi, de l'appartement, la grande voiture, les enfants, les images comme ça. Mais au fur et à mesure, là, on avance dans l'âge, dans le parcours, etc. Donc, on fait un travail sur soi, on s'aperçoit que, non, finalement, quoi, le matériel, c'est quoi ? Mais demain, on peut être en haut, du jour au lendemain, on peut dégringoler. La vie tient à quoi ? À rien. La vie ne tient qu'à un fil. Cette expression-là aussi, c'est une de mes préférées. C'est-à-dire que demain, on est ça, demain, on est quelqu'un, on a peut-être réussi, machin, nana, mais demain, après-demain, on peut être SDF. Donc tout ça, c'est une réflexion. Et je me dis, la richesse spirituelle, c'est important. Si tu avais un message à transmettre aux femmes de notre île, qu'est-ce que tu leur dirais ? Croyez en vous, exprimez-vous. Et le mot... parce que je faisais des ateliers radio sur les écoles avec les petites filles, avec les petits garçons, avec les marmailles, et le mot qui revenait tout le temps, c'est oser, oser. Oser vous exprimer, dire les choses. Ne gardez pas les choses en vous, dites, même si ça vous paraît, vous avez l'impression de dire, mais ce que je vais dire, c'est bête, parce que peut-être un ou deux adultes ont eu la mauvaise idée de vous dire que c'est bête. Ça, il ne faut jamais dire aux enfants que c'est bête. Non. C'est ose, exprime-toi, vas-y, fais-le, voilà. Et après tu verras.
Tu verras si... mais tu l'auras fait. C'est un pas que tu auras fait. Donc c'est ça que je vais dire moi. Osez. Allez-y. Et aux messieurs de notre île? Aux messieurs de notre île. Pourquoi de notre île? En général. Oui, parce qu'on est là. Voilà, parce qu'on est là, mais en général, un message pour les messieurs. Ben, dans le cadre de de mes actions dans le collectif, messieurs ou mesdames, hein, parce qu'il y a des femmes aussi qui sont maltraitantes, hein. Il y a des mères qui sont maltraitantes. La preuve. Je vais dire, mais il faut arrêter, quoi. Vous tapez dans un mur, vous tapez dans ce que vous avez à taper, j'en sais rien, dans votre voiture, tiens, dans votre voiture, hein, dans votre jolie voiture. Mais pas pas sur un enfant, mais mettez pas votre colère sur un enfant. L'enfant, il n'a pas demandé à être là, hein, c'est vous qui l'avez demandé, vous l'avez commandé. Bon, quand on commande une affaire comme ça, c'est qu'il y a une volonté. Hein, il y a un choix, il y a l'amour, et puis alors, pareil, messieurs, on n'a pas franchement des fois la même définition de l'amour, hein, et du respect. Donc le message que m'y passe, c'est tape pas sur de marmaille, s'il vous plaît, d'accord, et le 2, c'est le respect, un peu plus de respect pour la femme et pour l'enfant. Voilà, mais après ça peut être dans les deux sens aussi, hein, je dis bien, mais là c'est la question, hein, c'est le message pour les messieurs. Je ne dis pas que tous les messieurs sont maltraitants aussi. Attention, hein, attention. Moi, d'ailleurs, le papa de mes enfants, je veux dire, c'est un papa en or, quoi. C'est le papa, voilà. Mais voilà, c'est le message qui m'arrive comme ça, parce que bon, je suis dans des affaires tous les jours et je vois qu'il y a pas de respect, il n'y a plus de respect, il n'y en a plus. Et ça, il faut que ça revienne. Hein. Bien sûr. Ouais, il faut que ça revienne. Mais on a la solution, c'est l'éducation, encore une fois. L'éducation. Ici, à La Réunion, là, nos Gramoun, c'était, moi, papa te raconte à moi à l'époque, c'était les filles, après manger la vaisselle, hein, nettoyer la terre, serpillière, voilà, il faut briquer la maison. Bonne garçon, tu pour jouer au football. Donc, on est marqué comme par une éducation quand même qui reste le gars, le coq, hein, le petit coq. Et la fille, donc, mais ça, je pense qu'à un moment donné, il faut évoluer. Enfin, là, on a clairement évolué aujourd'hui. Donc, il faut qu'à un moment donné, il y ait le respect, vraiment. Hein, en général, quand il y a des violences conjugales, c'est qu'il n'y a pas de respect. Et on ne peut pas dire qu'il y a de l'amour, hein, parce que l'amour, c'est pas taper quelqu'un. C'est juste un petit message comme ça. Merci. Ouais. On arrive à la fin de cette interview. Tu vois qu'on a pu mettre tout dans le... Voilà. Il me reste malgré tout... La volonté. Il me reste malgré tout 2 questions. Alors, comment devient-on la meilleure version de soi-même, Jessie? En travaillant tout le temps. En faisant... je vais donner juste une petite astuce. Il faut beaucoup méditer, en fait. Il faut se recentrer tout le temps, se remettre en question tout le temps. Ça, c'est une des recettes que j'ai appris ça. J'ai appris ça avec quelqu'un, d'ailleurs, que je vais saluer. Il s'appelle Williams. Et j'avais fait une petite formation en psychocriminologie. Et il m'a appris le recentrage, la méditation. Il m'a appris à prendre l'énergie. Enfin, il y a plein d'exercices. Des fois, ça a été très dur, hein, au départ. Hein. Alors moi, pour me concentrer, c'est compliqué. Mettre Jessie sur une chaise pendant 5 minutes, c'est... Hein. Mais voilà, il faut se forcer un petit peu, etc. Et ça permet de tout le temps de comment dire, de prendre de l'énergie positive, c'est-à-dire de remplacer l'énergie négative qu'on accumule par de l'énergie. Donc, se renouveler systématiquement. Donc ça, c'est la partie énergétique. Et après... la partie où on apprend beaucoup à se poser, se calmer, etc. Donc là, c'est le recentrage. Il faut se recentrer. Et ça, je le fais systématiquement maintenant tous les jours. Et alors là, c'est la clé du bonheur, quoi. C'est-à-dire que même s'il y a des choses qui arrivent, on va beaucoup plus relativiser, on va être plus calme, on va se poser. Il y a un problème. Hop là, on se pose, on prend un peu d'air, hein, on réfléchit. Et après, ensuite, on y apporte une réponse. Mais ça, c'est quelque chose qui se travaille. Donc, je dirais, ouais, il faut travailler ça tous les jours. Oui. Et ma dernière question pour toi, Jessie. Quelle est ta propre définition de la femme ambitieuse ? La femme ambitieuse, c'est pas la femme qui... alors, ça va encore tourner toujours autour du même mot-clé, le respect.
La femme ambitieuse, elle a des volontés, elle a cette liberté, elle a cette version d'indépendance aussi. Elle a tout ça, elle a cette ambition de vouloir réussir un projet, de mettre un projet en place, elle la mûrit, elle prend le temps, donc il va y avoir beaucoup de patience aussi, beaucoup de patience. Donc elle sera patiente, ma femme ambitieuse. Elle sera sur un chemin de patience, mais surtout, c'est pas l'ambition qui va faire qu'elle va manquer de respect aux gens, quoi. Parce que bien souvent, on a cette image de dire ouais, mais celle-ci, elle est tellement ambitieuse qu'elle écrase tout le monde. Elle a pas, voilà, on a souvent cette image-là de dire attention. Alors elle n'hésitera pas à tuer père et mère pour arriver au sommet, etc. Pourquoi on a cette image-là d'ailleurs? Non, une femme ambitieuse, c'est une femme qui a des souhaits, une femme qui veut s'épanouir. Qui a un projet, qui veut le réaliser. Alors, ça peut être un petit projet, hein. Alors une fois, je suis tombée sur une vidéo, mais j'étais contente. Parce que la personne a dit, mais en fait, si bon Dieu donne à vous un magasin de bonbons, ben, et après de Munzao comme ça, mes magasins de bonbons, c'est ridicule, c'est nul, etc. Et la personne a dit, mais ça, c'est autre magasin de bonbons, ça. Même si c'est zéro là, ben on va rajouter un tas de 0,000, on va monter à zot que. Mais c'est autre magasin de bonbons. Ça veut dire que, en fait, là, c'est même pas le regard des gens. La femme ambitieuse, elle doit complètement s'en défaire du regard des gens. C'est elle. C'est elle. Elle doit avancer pour elle. Voilà. Et tout en respectant les autres. Jessie, en tout cas, merci beaucoup pour ce partage. J'ai passé un excellent moment. Merci pour ta confiance, ton temps. Et est-ce que tu as un message à faire passer aux lecteurs, lectrices, auditeurs, auditrices de la Woman Mag? Merci d'être là. Merci de mettre des femmes en l'air, merci de nous donner la parole, parce que voilà, ces femmes-là, elles ont de l'ambition et elles n'ont pas forcément non plus la possibilité d'oser, parce que ça c'est terrible, hein. Quand on a de l'ambition, mais qu'on hésite en fait, on n'ose pas, donc on va garder un projet des fois pendant toute une vie, quoi, parce qu'on n'a pas osé. Donc moi j'ai envie de passer un message et merci, je peux le faire par le biais de la Woman Mag, c'est ça? Oui. Ben, c'est oser, quoi. Allez-y, foncez. Voilà, et on peut être très 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 surpris du résultat. Merci Jessie.